Alors en manchette aujourd'hui, les campings pourront rouvrir à compter du 1er juin et le préfet de la MRC d'Autrey défend le programme Résiliar. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 27 mai. Aujourd'hui, il y a une large part de notre bulletin qui sera consacrée à la culture, mais avant, parlons un peu de COVID-19 et de la conférence de presse du premier ministre Legault. Il a confirmé aujourd'hui que les campings pourront rouvrir le 1er juin avec de nouvelles normes d'hygiène. Alors, il y a plusieurs personnes qui réclamaient l'ouverture des campings. C'est certainement une nouvelle qui va faire des heureux. Cela dit, le premier ministre a de nouveau commenté les problèmes de pénurie de main-d'œuvre dans les CHSLD. Le premier ministre du Québec a confirmé avoir discuté avec le premier ministre fédéral Justin Trudeau de la prolongation de la mission de renfort des soldats dans les CHSLD. Il y a présentement 1000 soldats qui prêtent main forte en ce moment-là dans le réseau québécois. Le premier ministre a dit qu'il a demandé que les soldats restent jusqu'à la mi-septembre, le temps de former de nouveaux employés. Le gouvernement de François Legault annonce la mise sur pied d'une formation intensive de 3 mois en collaboration avec plusieurs centres de formation professionnelle pour former de nouveaux préposés aux bénéficiaires entre la mi-juin et la mi-septembre. Alors, François Legault souhaite recruter ainsi 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires. Et durant ces 3 mois de formation, les personnes en formation seraient payées 760 $ par semaine. Alors, c'est quand même une offre intéressante. Puis, une fois la formation réussie, ces nouveaux préposés aux bénéficiaires pourraient occuper un poste à temps plein et gagner, soit grâce aux primes qu'offre en ce moment le gouvernement ou si les offres déposées récemment par le gouvernement au syndicat sont acceptées, un salaire de base de 26 $ de l'heure en commençant. Alors, ce qui représente un salaire annuel de 49 000 $ dès la première année, plus les avantages sociaux. Mais outre l'argent, François Legault souligne que c'est quand même un travail qui est valorisant. De plus, il croit qu'il sera possible de mettre en place un nouveau contexte en ajoutant 10 000 personnes de plus dans le réseau. Ces nouveaux préposés devraient être, l'ensemble des préposés, grâce à l'ajout de ces nouveaux préposés, devraient être moins débordés et avoir davantage le temps d'échanger avec les personnes âgées, ce qui pourrait en même temps rendre leur travail plus agréable et aussi la vie des résidents dans ces centres plus agréable. Et si c'est nécessaire, le gouvernement n'exclut pas d'embaucher plus que 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires. Toujours durant le point de presse du premier ministre en début d'après-midi, il a commenté le rapport des militaires sur ce qu'ils ont observé dans les CHSLD du Québec jusqu'à présent. La situation serait moins pire selon le rapport que dans les équivalents ontariens. On sait qu'hier, il y a un rapport qui a été rendu public. C'est un rapport qui avait été déposé par les militaires qui ont prêté main forte auprès des personnes âgées de l'Ontario. Alors, du rapport sur les militaires dans les CHSLD au Québec, François Legault dit retenir surtout 2 choses. Alors, le premier ministre dit retenir notamment qu'on manque beaucoup de monde et beaucoup de ceux qui travaillent dans ces centres sont à temps partiel, ce qui a pu rendre plus difficile le respect de la consigne interdisant à du personnel de passer de zone chaude à zone froide et risquer d'entraîner la contagion. Et l'autre gros problème, il a retenu aussi dans ce rapport, c'est l'utilisation du matériel de protection individuelle. Alors, en début de crise, plusieurs ne savaient pas comment l'utiliser correctement et certains gestionnaires n'ont pas fait appliquer adéquatement les consignes relatives à l'équipement de protection, ce qui a amené du personnel à être contaminé et peut-être aussi à contaminer des patients. Le premier ministre a aussi de nouveau mis en garde contre les comparaisons hâtives avec d'autres régions du monde. Si on regarde le surplus de décès par rapport à la même période l'an dernier, c'est à peu près le même nombre. L'augmentation qui est attribuable à la COVID et ce qui est enregistré comme décès, alors les chiffres du Québec sont plutôt fiables.
ce que fait remarquer le premier ministre par rapport à plusieurs autres endroits dans le monde. Maintenant, au chapitre de la responsabilité dans cette crise, le premier ministre a indiqué que d'augmenter le budget des CHSLD sans augmenter tout de suite les salaires des préposés au début du mandat de son gouvernement était probablement une erreur. Si c'était à refaire, il aurait fait différemment. Et il a aussi analysé que les coupures de l'ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard dans la gestion sont peut-être allées trop loin sous le docteur Gaétan Barrette, ce qui a pu entraîner des situations où même une personne pouvait être responsable de plus d'un CHSLD et facilement déborder en période de crise, avoir plus de difficultés à encadrer son personnel. François Legault a de nouveau souligné que la part du fédéral en santé a déjà été de 50 %, la part du financement du réseau de santé, et qu'elle est présentement d'environ 23 %. Et c'est pourquoi il est important que le fédéral augmente les transferts fédéraux en santé. C'est ce qu'a plaidé François Legault. Maintenant, sur la progression du déconfinement, le premier ministre a dit « Je compte sur tous les Québécois pour réussir les rassemblements extérieurs pour que l'on puisse permettre les rassemblements intérieurs. » Il faisait notamment référence aux propriétaires de salles de spectacle. Il y en a plusieurs qui l'ont contacté pour demander quand ils auront une date pour leur réouverture, mais il faut commencer d'abord par faire les rassemblements à 10 à l'extérieur qui ont été permis et que ça se passe bien, que les gens respectent le 2 mètres, qu'ils se lavent fréquemment les mains, ainsi de suite, qu'ils portent des masques. Alors, le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a dit que les chiffres vont bien, mais que c'est fragile. Je serais l'être le plus malheureux de devoir recommander au premier ministre de refermer parce que la contagion recommencerait à augmenter, a-t-il lancé. Et c'est très important, particulièrement dans la région de Montréal. Il ne faut pas que le système hospitalier dans la région de Montréal se retrouve débordé, a rappelé le Dr Arruda. Et il est revenu aussi sur ce qu'il disait l'autre jour concernant les gens qui s'approchent trop près de vous, ne pas avoir peur de leur dire « Tassez-vous ». C'est le Dr Arruda qui vous le demande. Maintenant, la ministre de la Santé, Danielle McCann, elle a réitéré qu'il y aurait plus de personnel en prévention des infections dans les milieux de soins et la ministre a aussi assuré de nouveau qu'il y aurait au moins 2 semaines de vacances pour le personnel soignant cet été pour qu'il et elle puissent être reposés en prévision d'une deuxième vague qui pourrait arriver à l'automne. Elle a dit que tout ce que l'on fait actuellement nous prépare à la deuxième vague, par exemple justement embaucher 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires et aussi donner 2 semaines de vacances au personnel soignant pour qu'il soit reposé en prévision d'une deuxième vague qui pourrait venir à l'automne. Maintenant, si on regarde un peu le portrait de la situation, à l'échelle provinciale, on parle maintenant de 4 228 décès reliés à la COVID-19. En ce moment, il y aurait 1 378 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, dont 184 aux soins intensifs. Et la région de la Naudière compte maintenant 3 885 tests positifs et de ce nombre, 274 cas confirmés dans la MRC d'Autrey. Et nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mercredi 27 mai, les filles d'Isabelle, cercle 699, souhaitent un joyeux anniversaire à Pauline Pelletier et Dany Courchaine. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Et un autre anniversaire aujourd'hui, le 27 mai, c'est la Journée nationale des préposés d'aide à domicile. Dans la région, plusieurs peuvent bénéficier de leurs services par le biais de la coopérative de solidarité en soutien à domicile d'Autrey. Alors, ces travailleuses et travailleurs permettent à de nombreuses personnes en perte d'autonomie de vivre et vieillir à domicile.
Et la situation actuelle de la COVID-19 nous permet de constater que le soutien à domicile, en plus d'être la solution aux problèmes actuels, répond également aux besoins de demain. C'est ce que fait valoir leur organisation. Et la Coop d'Autrey souligne que les préposés d'aide à domicile et les entreprises d'économie sociale qui les emploient doivent être reconnus comme des acteurs incontournables et de premier plan du soutien à domicile au Québec. Et ces entreprises-là qui sont sans but lucratif, elles offrent plus de 7 millions d'heures de service à 100 000 personnes au Québec chaque année. Alors, si vous désirez en savoir plus sur ces préposés ou leur travail ou comment peut-être avoir de l'aide à domicile grâce à eux, vous pouvez consulter le site web aidechezsoi.com. Cela dit, nous vous parlions il y a quelques jours du regroupement d'artisans culturels de la MRC d'Autrey qui ont remis en question le plan Résiliard voté par le Conseil des maires. Eh bien, le préfet de la MRC, Yves Germain, a accepté de venir défendre le plan. Voici la première partie de l'entrevue qu'il nous a accordée. Alors, il y a un regroupement d'acteurs culturels de la MRC d'Autrey qui a émis un communiqué dans lequel il fait valoir qu'il a des doutes sur le plan Résiliard de la MRC. Ce regroupement d'acteurs culturels de la MRC d'Autrey remet aussi en question la lecture faite de la situation actuelle des acteurs culturels de la MRC dans l'annexe du plan Résiliard. On se rappellera que le plan Résiliard a été adopté par le Conseil des maires lors de la séance du début mai. On rejoint aujourd'hui le préfet de la MRC d'Autrey et maire de Saint-Didas, Yves Germain, qui défend la démarche Résiliard. Bonjour, M. Germain. Bonjour, ça va bien? Oui, merci de nous accorder un peu de temps. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous rappeler à nos téléspectateurs ce qu'est le plan Résiliard? En fait, pour les détails du plan, je ne les ai pas tous par cœur, mais globalement, c'est un plan qui réside dans le fait de permettre une certaine vie culturelle malgré le confinement pour les citoyens des municipalités. C'est de revitaliser notre offre culturelle au milieu des municipalités. C'est ce qu'on a retenu dans le plan Résiliard, plus d'autres volets, bien entendu. De là, le fait que les municipalités se sont prononcées pour, je dirais, l'entièreté du plan. Et certaines des affirmations que l'on retrouve dans l'annexe du plan ont fait sursauter plusieurs acteurs culturels de la région. Par exemple, on pouvait lire dans l'annexe du plan Résiliard que la majorité des organismes culturels ne subissent pas de répercussions inquiétantes au niveau financier. Fin de la citation. C'est une affirmation que contestent plusieurs des signataires du communiqué émis en réponse à la MRC par le regroupement d'acteurs de la MRC d'Autrey qui a des doutes sur le plan Résiliard. Alors, comment une affirmation pareille a pu se retrouver dans l'annexe du plan Résiliard alors que plusieurs lieux de diffusion ont été fermés ou sont encore fermés? Il y a plusieurs spectacles qui ont été annulés, il y a des prestations prévues qui ont été annulées. Ça semble une affirmation un peu décrochée de la réalité. En fait, non. En fait, la réalité évolue. Il faut dire que l'information date quand même d'1 mois. On a un agent de développement culturel qui est en contact avec ce qu'on appelle les organismes culturels et non pas les agents culturels. On ne parle pas nécessairement des artistes individuellement qui ne peuvent pas être en difficulté. Il faut bien se comprendre. On parle d'organismes culturels et on a demandé qui était en réelle situation financière critique. Donc, il en est résulté qu'il y avait peut-être un organisme à peine qui était critiquement en difficulté financière. Donc, on ne parlait pas des individus. Donc, est-ce que la situation peut avoir changé? Oui, on se tient au courant, on va être empathique à la situation, mais il faut toujours se rappeler que la MRC est un petit joueur au niveau de la culture. On est actuellement mandataire des municipalités. Ce sont les municipalités qui mettent l'argent dans la culture à l'intérieur de la MRC et c'est chaque municipalité qui adhère au plan culturel une fois qu'il est établi. Donc, il faut toujours s'assurer que notre lecture est juste. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'elle peut avoir évolué? Je suis tout à fait d'accord aussi. Donc, on a un agent culturel qui se tient au courant des développements de la situation. Mais à part de ça, je ne peux pas vous en dire plus actuellement. On n'a pas plus d'informations. Ce n'est pas un sondage qui a été fait de façon exhaustive. Ce sont des contacts qui ont été faits un à un dans les principaux organismes culturels qu'on a sur le territoire.
Si je me souviens bien, là, l'organisme auquel vous faites référence, Oui. c'est le Café de la Chasse-Galerie, mais il y aurait effectivement d'autres organismes qui sont en situation financière précaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend pour très précaire ou critique? Là, ça reste à discuter. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont reçu ça un peu comme une claque au visage, là, de voir ça dans... Ben, en fait, je pense que ça vient, c'est tout à fait légitime, là. Donc, il faut être très empathique à ce qui se passe actuellement sur le terrain. Puis, je tiens à dire, on vit la même chose au niveau économique, on vit la même chose dans les municipalités. On parle de certains services municipaux qui sont un petit peu, je dirais, en péril. Actuellement, on parle juste de camps de jour. Il y a beaucoup de services à la population et d'activités dont les acteurs subissent énormément de stress actuellement et d'inquiétude. C'est tout à fait légitime ce qu'on a reçu, là. On l'accueille avec beaucoup d'empathie. Et le regroupement d'acteurs culturels là, qui a réagi fortement au plan Résiliard et à son annexe là, réclame la mise sur pied d'une table de concertation culturelle. Ils font valoir qu'il y a de nombreuses MRC qui ont mis en place des tables de concertation culturelle et des consultations fréquentes. Ils citent l'exemple de la MRC de Portneuf, de la MRC de Coaticook. Et il me semble que dans le communiqué que vous avez émis en réponse au leur, il n'est question nulle part de la mise en place d'une telle table de concertation. En fait, c'est tout à fait légitime. Le communiqué a été émis rapidement pour répondre à quelques petites mises au point, là, tout simplement pour s'assurer que la MRC répondait là, rapidement. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Je prône ça, des tables de concertation à tous les niveaux. Moi-même, j'en demande avec certains ministères dans d'autres genres de services. On veut quand même montrer l'exemple. C'est tout à fait légitime. Moi, je pense qu'avec ce qu'on peut appeler peut-être un comité culturel élargi qui peut avoir une relation avec certains autres regroupements d'acteurs culturels dans le futur, ça peut être tout à fait de mise. Là. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que pour l'instant, eux, ce qu'ils disent, c'est que la majorité, c'est des élus et des employés municipaux là, qui siègent sur le comité culturel. En fait, aux dernières nouvelles, c'était, je pense, tripartite. Il y avait 3-3-3, si je me souviens bien, là, sauf erreur. Donc, s'il y a moyen d'avoir plus d'implication du niveau culturel de façon organisée, naturellement, on ne peut pas avoir des comités à 25, là. Ce serait impossible à travailler. Donc, il faut quand même avoir une certaine répartition des acteurs du milieu. Les municipalités en font partie parce que c'est l'argent des municipalités qui s'en vient à la MRC. Donc, il faut que les municipalités soient quand même représentées. Le conseil, le comité culturel est consultatif au Conseil des maires. Donc, on reçoit les recommandations avec beaucoup d'ouverture. Très rare qu'on modifie quelque chose, là, à moins d'une discussion entre les maires où on ajuste nos besoins lorsque ça s'adresse plus aux municipalités. Mais il restera toujours que les ententes culturelles qu'on signe, ça fait partie des ententes qu'une municipalité signerait. Donc, c'est les municipalités qui mettent des sous à travers leur quote-part et il faut que chaque municipalité y trouve un petit peu son compte. Donc, c'est le but du conseil à la MRC de s'assurer que ça se produise comme ça. Mais pour la consultation, je suis tout à fait d'accord. Donc, plus on aurait de gens qui vont s'intéresser à la culture, plus ça va être vivant. Donc, le modèle de consultation pourrait être revu, bonifié? Absolument. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut améliorer à court terme. Puis, dès qu'on va pouvoir le faire, je pense que la suggestion est tout à fait excellente. On va s'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs parce qu'on est déjà, même nous-mêmes, comme MRC, une référence, je dirais, assez positive en termes de rayonnement culturel si on se compare à beaucoup d'autres MRC dans la région. Et je pense qu'on veut rester à l'avant-garde. Alors, nous vous présenterons la suite de cet entretien avec le préfet de la MRC d'Autrey au cours des prochains jours. On reste dans le domaine culturel. Il y a une nouvelle exposition extérieure à la Chapelle des Culs-de-Berre à Berthier qui a été déployée au cours des derniers jours. L'installation entre dans l'histoire pour être visitée de juin à septembre. Et notre nouvelle collègue Silena Jaria s'est entretenue avec l'artiste Marc Walter au sujet de sa démarche. Voici la première partie de l'entrevue qu'il lui a accordée. Monsieur Walter, je me présente. Je m'appelle Silena, je suis la nouvelle stagiaire à la station télé Cité Hub. J'ai pris conscience, M. Walter, que vous prenez en grande considération l'environnement du site et aussi que vous êtes passionné par tout ce qui est œuvre d'art. C'est quoi qui vous a amené à cette passion-là? En fait, je n'ai pas une formation d'artiste au départ, j'ai une formation de gestionnaire. Et je dis que ma passion pour les arts est née sans doute dès l'enfance avec un papa qui était architecte et qui s'intéressait à toutes les structures possibles et imaginables et qui était très curieux.
qui m'a toujours apporté cette curiosité, qui nous arrêtait pour regarder une goutte de rosée sur une feuille, un détail architectural quand on se promenait. Moi j'ai grandi dans la ville. Maintenant, les arts, c'est vraiment lorsque je suis arrivé au Canada que c'est né. Moi, ça s'entend sans doute encore, je suis français d'origine. Quand je suis arrivé il y a 25 ans à peu près au Canada, j'ai découvert un nouveau pays, une nouvelle culture, et je me suis aperçu qu'en fait aussi je pouvais me redécouvrir moi. Et donc après une formation de gestion en France, qui m'a amené à faire toutes sortes de métiers, ici j'ai redécouvert une passion que j'avais en moi, qui est les arts. Et sans vraiment de formation pure, j'ai tâtonné, j'ai essayé plein de choses, j'ai fait des techniques mixtes, c'est-à-dire beaucoup de collage, de composition avec des matières privées, de recycler. Et puis tranquillement, un jour, j'ai commencé à créer dans la nature et c'est ça qui m'a accroché vraiment. Okay. Dans le fond, cette passion pour les œuvres qui sont plus en rapport avec la nature, c'est ça qui vous passionne le plus en termes d'artiste, c'est Oui. ça? Et en fait, la première fois que j'ai fait une installation dans la nature, ce dont je me suis aperçu, c'est que les gens avaient un rapport naturel à la nature. Et de ce fait, la barrière entre l'artiste et le public n'existait plus, et la gêne n'existait plus. Et donc les gens, le public, est venu me voir pour me parler des œuvres, des souvenirs qui étaient rattachés à telle ou telle matière, à tel ou tel environnement. Ils ont été inspirés à créer eux-mêmes, ils ont été curieux par rapport à la technique. Et donc ce rapport humain relié à la pratique du land art, ce qu'on appelle ça le land art, c'est en fait ça qui m'a attiré le plus. C'est le fait de pouvoir parler avec des gens, d'échanger des histoires et de faire vivre une expérience en nature de manière différente pour que les gens puissent redécouvrir la nature à leur manière. Dans le fond, la land art, comme vous dites, c'est plus par rapport à la nature. C'est plus ce qui a rapport avec l'environnement, la conception de l'environnement en tant que tel, ou est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi cette définition-là? Alors, le land art, ça va dépendre un petit peu des artistes, mais en général, le land art, c'est de créer dans la nature, en utilisant ce qu'on trouve dans la nature. Les puristes vont utiliser seulement des matières organiques et tirer parti de la topographie. Des lignes qui existent déjà sur le site dans lequel on intervient, de la manière dont les visiteurs vont entrer et sortir de ce terrain-là, les dimensions, les proportions, l'échelle, tout ça c'est pris en compte. Et puis après, il y a, en fonction des matières qui sont disponibles sur le site, une certaine sensibilité qui est développée. Moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est de créer des espaces et des sculptures qui sont soit immersives, c'est-à-dire dans lesquelles les gens peuvent rentrer, ou qui sont participatives, où les gens ont vraiment le sentiment de faire partie de l'œuvre. Parfois, je les amène à participer avec moi. Maintenant, avec le contexte particulier du confinement qu'on a eu, j'ai eu moins de contacts sur ce processus-ci à la chapelle des Clousters parce qu'il n'y a pas de visiteurs actuellement. Mais j'espère que la plupart des visiteurs qui viendront plus tard auront l'occasion de s'immerger dans les œuvres. Et en fait, il y a plusieurs éléments qui permettent de le faire. Quand vous créez une œuvre, c'est quoi les émotions que vous ressentez? Est-ce qu'il y a une émotion en particulier qui vous fait avoir plus d'inspiration ou ça vient avec ce que vous créez, avec ce que vous touchez, ça vient naturellement? C'est un peu tout ça. Faire vivre des émotions, c'est vraiment ça qui me guide le plus. C'est ça que je veux partager. Donc, quand je découvre un site, je le marche d'abord. J'intègre toutes sortes de choses, comme je dis, la lumière, la terre, comment je me sens à tel ou tel endroit, qu'est-ce que j'aime comme point de vue, qu'est-ce que j'aimerais que mes visiteurs aient comme point de vue, qu'est-ce qu'il y a de disponible. Et donc il y a des souvenirs que moi je rattache à cette terre-là, par le fait qu'il y a une chapelle ici, donc il y a l'aspect religieux et spirituel. Il y a des gens qui habitent juste en bordure, donc c'est vraiment des gens qui vont venir observer ces œuvres, qui les voient tous les jours. Il y a des visiteurs qui sont des touristes, qui viennent de l'extérieur et qui n'ont aucune connaissance, mais qui vont venir ici essentiellement pour l'histoire de la chapelle. Donc mon œuvre a aussi un lien avec l'histoire du lieu sur lequel j'interviens. Ici c'est un petit peu particulier aussi parce que moi j'habite en Outaouais, donc c'est quand même à 2h30, 3h d'ici. Et en soumettant la proposition, je la fais à distance. Donc je la fais à partir de photos
Et à partir de recherches sur Internet, donc ça me donne une idée justement de l'histoire des lieux. D'après les photographies que j'ai pu trouver, je me suis dit, bon, voilà telle ou telle ouverture, tel ou tel espace. C'est ça, j'essaie de me faire une idée un petit peu de à quoi ça ressemble ce territoire-là. Et une fois sur place, j'adapte ma proposition en fonction de ce qui se passe réellement. Vos inspirations sont vraiment tirées de la topographie de l'environnement, c'est ça ce que je comprends? Oui, l'environnement, les aspects et les de matières. l'environnement. Beaucoup et les matières. J'ai cru comprendre aussi que vous faites beaucoup de recyclage. Est-ce que c'est plus par rapport au bois ou il y a d'autres éléments comme du plastique ou du métal recyclé? J'ai vu dans des autres œuvres que vous avez recyclé du métal pour faire vos œuvres. Est-ce que, mettons, dans cette œuvre que vous nous présentez aujourd'hui, est-ce qu'il y aura des éléments comme plus de la métallurgie, du plastique, des choses comme ça? Non, pas dans cette installation-là. Okay. C'est vrai que de manière générale, j'ai toujours été énervé par le fait que les gens jettent. Que dans notre société de consommation, on a tendance à accumuler et puis au lieu de réparer, on remplace et on jette. Donc j'ai toujours eu un petit peu cette conscience d'essayer de réutiliser des choses. Aussi parce que quand on est artiste, veut pas, c'est toujours un peu plus difficile d'avoir des revenus. Et donc on fait attention par la force des choses chaque jour, comment est-ce qu'on se comporte par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on gâche moins, on réutilise, on recycle, etc. Et donc dans mes œuvres, tout naturellement, je le fais aussi. Mais ici, à la chapelle... Alors nous passons maintenant à notre seconde pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 mai, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Anaclet Lemire, époux de feu Hélène Dumont, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille, Patricia Lemire, de même que ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Janine Lemire, Muriel Lemire, feu Alfred Leboutillier, Jean Lemire et sa conjointe Huguette Sylvestre, Cécile Dumont et son conjoint Martial Sarrazin, André Dumont, feu Ghislaine Moineau, Guy Lamarre, feu Jacqueline Dumont, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Lemire a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 mai, à l'âge de 93 ans, est décédé M. André Blais, époux de feu Raina Barthes, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Robert Blais et sa conjointe Rita Bergeron, Carole Blais, Claudine Blais et son conjoint Jocelyn Plante, Nancy Blais et son conjoint Bernard Chaput, de même que ses petits-enfants, Dominique et Jennifer Blais, Audrey et Marie-Pierre Plante, Marie-Philippe et Marc-Olivier Chaput, ainsi que leurs conjoints, laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants, Geneviève, William, Michael, Zachary, Arthur, Charlotte, Émile, Louis-Jean, Romy et Clémence, de même que son beau-frère et ses belles-sœurs, Rosaire Barthes et sa conjointe, Denise Grégoire, Sylvia Barthes, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, mercredi soir, ensoleillé avec passage nuageux, encore plutôt chaud avec 29 degrés. Pourrez-vous dormir cette nuit? Eh bien, le ciel sera variable et le mercure descend, mais seulement à 22. Jeudi matin, ciel variable et 24 degrés. En après-midi, jeudi, ciel variable et 30 degrés, à nouveau très chaud, mais des averses viendront rafraîchir un peu l'air jeudi soir. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Excellente fin de journée à tous.